Bienvenue sur Naissance en conscience, le podcast dédié à la maternité sacrée et holistique. Ensemble, nous allons explorer toutes les facettes de la naissance, du désir d'enfant au premier mois de bébé. Ici, tu découvriras des récits inspirants et profonds de femmes qui choisissent une approche un peu différente et consciente de la naissance. À travers leurs témoignages émouvants, on va essayer de comprendre comment ces femmes transforment leur expérience de naissance en un moment puissant de connexion en profondeur avec elles-mêmes, avec leur bébé et le grand tout, même quand elles semblent traumatiques. Que ce soit par des accouchements naturels, à domicile ou encore en milieu hospitalier, chaque histoire révèle la force, la sagesse et la médecine des mères qui embrasse pleinement ce moment unique et transformateur. Je suis Marie-Laetitia Rousseau, je suis doula sur Béthune et Lille, également disponible en ligne, et j'accompagne les couples vers une parentalité en conscience pour remettre du sens dans chacun des aspects de leur parcours. Aujourd'hui, je vous invite à explorer les voies de la naissance avec authenticité, respect et une profonde compréhension du pouvoir féminin. Alors, installez-vous confortablement, prenez une pause bien méritée, un thé, un café et plongez dans l'univers fascinant de la naissance et des bébés. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Carole. Carole, elle est maman d'un petit garçon et elle est kinésio, entre autres choses. Et aujourd'hui, elle va nous raconter son histoire de la préconception jusqu'au au premier mois avec son bébé. Bonjour, je suis très heureuse d'être avec toi. Moi aussi, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu as envie de te présenter en quelques mots? Oui, bah, tu as déjà dit une bonne partie. Donc, je suis maman d'un petit garçon de 4 ans et demi. C'est mon petit miracle. Et je suis aussi kinésiologue, installée dans le sud-ouest de la France. Tu vas nous apporter du soleil dans le podcast. Mais Euh, j'espère bien. Tu nous disais que ton petit garçon, donc c'était un petit miracle. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus pourquoi ce serait un miracle, cet enfant? Ah, ben, parce qu'en fait, j'ai eu des soucis de santé, l'endométriose, une maladie dont on communique pas mal maintenant. Ça y est, on sensibilise les femmes, mais aussi les hommes, sur les différents maux de l'endométriose. Et j'ai appris, suite à une chirurgie, que j'étais atteinte d'endométriose à la veille de mes 40 ans. Donc ça faisait quand même déjà quelques années qu'il y avait des symptômes, mais bon, pour X raisons, j'étais passée à côté. Suite à cette chirurgie, on me demande si je veux faire un parcours PMA pour faire un prélèvement d'ovocytes, si éventuellement j'ai l'intention d'avoir des enfants. Autant te dire que j'étais célibataire, à la veille de mes 40 ans, je m'étais pas du tout posé des questions par rapport à la maternité. Mhm. Là, ben, ça a commencé à trotter, quoi. Le petit vélo, il s'est mis en route. Et au fond de moi, ben oui, j'avais ce souhait de devenir maman. Certaines croyances, j'ai envie de dire, m'amenaient à plutôt fonder une famille et à avoir un cadre familial, un certain cadre familial. Et en fait, ben, je suis déjà partie faire les étapes donc du parcours PMA. Alors, juste les prélèvements d'ovocytes. Mhm. C'était pas pour aller plus loin. C'était, en gros, c'est comme si tu ouvrais un compte, tu mets tes petits ovocytes, ils t'attendent, et puis le jour où tu rencontres cette personne avec qui tu as envie de partager la vie et fonder une et ben là, tu ouvres ton compte, tu prends tes ovocytes, en gros, et puis c'est ton petit bébé. Voilà. C'est déjà un parcours qui est un peu, enfin qui est assez quand même intrusif parce qu'il me semble que tu dois prendre des hormones pour stimuler. Ouais, Ouais. déjà pas C'est rien. Même si c'est juste la petite banque d'ovocytes, c'est déjà une première étape qui est quand même assez prenante. prenante physiquement et émotionnellement aussi, parce que bon, on se dit, mince, je m'attendais pas à ça. On n'est pas forcément accompagné non plus. Bon, moi, en plus, étant célibataire, bah, tu vas seul, hein, donc, T'en avais parlé à et personne?
Non, non, non. Après, ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, je me fais opérer très rapidement, je prends rendez-vous. À l'époque, j'étais dans le sud-est et je vais sur Marseille pour faire des tests, justement, savoir où en est ma réserve ovarienne. Suite à cette chirurgie, on m'avait déjà retiré un ovaire, donc j'avais 50%, j'ai envie de dire, de capacité. Hmm. Et sortie de ces examens, on me dit, bah, le conseil a décidé, parce que tu passes en conseil, le conseil a décidé de ne pas vous donner la possibilité de faire un prélèvement d'ovocytes puisque vous avez une réserve ovarienne nulle, zéro. Ah ouais. Donc, ça ne sert à rien de vous donner un traitement, des hormones. On n'aura rien. Pas la peine. Wow. Et toi, tu repars avec ça. Bon, tu digères, quoi. Voilà. Tu te fais à l'idée, mais pas tant que ça parce que 1 an plus tard, bah, je me dis, ton corps a peut-être changé en étant kinésio quand même. J'avais autour de moi des personnes qui faisaient de la thérapie intuitive, du magnétisme, plus mon cursus de kinésio. Bon, j'avais fait évoluer certaines choses en moi. Et je veux refaire des tests pour savoir où j'en suis, mais je change de centre. Malheureusement, je vais dans ce centre avec les examens que j'avais passés 1 an avant. Ah oui. Et ils se sont basés que sur ces examens. Hmm. Ils m'ont dit, ben non, il y a marqué réserve ovarienne nulle, zéro, on va pas repasser des examens. Et c'est juste en voyant ma réaction, en voyant mon visage se décomposer, que la personne me dit, mais vous aviez un projet bébé? Je dis, ben, je crois que la question se pose plus maintenant. C'est fou. Donc l'art et la manière. Ah ouais. T'encaisses, t'encaisses, t'encaisses. Bon. Donc, je tente de digérer la pilule, mais mon envie de maternité est là. Il se développe, je crois, avec le temps et je décide de rentrer dans une procédure d'adoption. Ok. Donc, c'est un parcours génial parce que même petite, j'ai toujours eu envie d'offrir un toit et 4 murs à un enfant, Hmm. peu importe qu'il ait mon sang ou pas. Voilà, c'était le partage, l'accueil. Donc, je commence à contacter le département parce qu'il te faut un agrément. Donc, tu fais des réunions pour te sensibiliser et c'est super, c'est chouette. Tu as des rendez-vous avec une assistante sociale, avec une psychologue. Et à l'époque, bah, moi, je vivais en coloc. J'avais mis en place mon activité de kinésio. Et on va pas donner un agrément à une nana comme ça, quoi. Des grands malades, c'est pas possible. Ouais. Donc, ça fait un peu tiquer l'assistante sociale qui me dit ouvertement, écoutez, aujourd'hui, vous êtes vraiment pas dans le cadre pour pouvoir avoir un agrément. Je lui ai fait quand même comprendre que même si j'ai l'agrément dans 6 mois, j'aurai jamais le coup de fil dans les 3, 4 ans à venir. On sait très Ouais. bien que ça prend beaucoup plus de temps, que tout peut changer dans la vie, que je pourrais très bien avoir les moyens aujourd'hui et le cadre pour accueillir un enfant, mais par contre, le jour où j'allais recevoir le coup de fil, pas du tout. Hmm. Ou La complètement. vie bouge, quoi. Mais Hmm, tout non, à fait. ils restent dans leur procédure, dans leur protocole. Donc, j'accepte comme je dis, d'avorter administrativement, parce que je sais que elle, déjà, n'est pas OK sur ma situation personnelle. Ça me met un coup quand même, encore un autre, et je me dis, ben là, il faut que tu te fasses une raison. De toute façon, la médecine te dit que tu porteras pas. Aujourd'hui, tu n'as pas une situation qui plaît à l'administration pour pouvoir avoir un agrément, donc ben, fais le deuil, quoi. De façon à ce que tu puisses vivre confortablement. Mon quotidien revient et puis un jour, je rencontre un homme lors d'une soirée et lui travaillait sur un bateau en fait. Donc on n'allait pas forcément se voir, mais on reste en contact. On arrive à se retrouver de temps en temps, à se faire des escales, j'ai envie de dire. Et au mois de juin, il me propose d'aller le retrouver pour travailler sur le bateau avec lui. Moi, mon activité juillet-août est quand même assez calme. Je me dis, bah, tiens, travailler sur un bateau, ça peut être super sympa. Donc, je le rejoins sur le bateau. Bah, je commence à avoir ces nouvelles fonctions et 2 mois après être arrivée sur le bateau, bah, j'apprends que je suis enceinte. T'as embarqué pour la maternité, en fait. J'ai embarqué pour la maternité. Je sais pas, il y a eu une sortie de zone de confort où
Il y a cette chanson qui me revient souvent, tu sais, elle préfère l'amour en mer. Peut-être que c'est ça. Mais en tout cas, alors j'ai envie de dire chouette annonce, mais en même temps, mon cerveau était tellement paramétré sur le fait que je ne pouvais pas porter, que j'ai pas pu vraiment exploser de joie à l'annonce. Alors c'est pas frustrant, mais c'est dommage parce que je sais très bien aujourd'hui, de par ma formation, que ce petit être ressentait déjà beaucoup de choses. Donc très rapidement, il a fallu que je me fasse à l'idée de cette grossesse, de l'accueillir le plus rapidement possible pour que lui, je puisse l'accueillir aussi, Hmm. que je puisse le mettre dans un environnement le plus sain possible, en sachant que, enfin non, je ne le savais pas trop, mais très rapidement, l'annonce de la grossesse a aussi fait changer le père dans son comportement. Hmm. Et là, la grossesse ne s'est pas vraiment déroulée. Par rapport au père, ça n'a pas été la grossesse idéale, mais par rapport à mon fils, ça a été génial. T'as aimé être enceinte? J'ai adoré. Mon fils m'a permis de me découvrir et d'en apprendre beaucoup plus sur le corps humain, de m'éveiller à beaucoup de sensibilité, avec le temps, savoir dire non et à mettre un seuil de tolérance aussi, hein. Mais c'est vrai que j'ai été bousculée par les sentiments que je pouvais avoir pour son père, mes blessures aussi de l'enfance qui remontent, de par la situation que j'avais avec son père, mais aussi par le fait d'être enceinte. Quand on tombe enceinte, ça remue, ça remonte en nous beaucoup d'événements que l'on a vécus dans l'enfance et même certains dont on n'a pas conscience, puisque avant la conception, il y a énormément d'impact sur nous émotionnellement, pendant la conception aussi, et bien évidemment, après l'accouchement, les premiers mois de la vie, bon, les années aussi, mais les premiers mois de la vie sont très importants et impactants sur notre façon d'être en fait. Donc oui, ça m'a drôlement secouée émotionnellement, physiquement. Et il a fallu que je gère un adulte qui émotionnellement était instable et violent. Et il a fallu que je protège un petit être que j'avais en moi et que j'avais au fond de moi énormément envie d'accueillir, quoi. Donc il fallait qu'il arrive dans de bonnes conditions. Et donc le père, donc tu étais amoureuse de lui. Oui, Et, et, euh, et oui. lui, en fait, quand tu lui annonces que tu es enceinte, comment est-ce qu'il réagit? Il était content pour moi parce qu'il connaissait mon état de santé. Mais Hmm. quand il a réalisé qu'en fait, ben, euh, c'était aussi le sien et que ça allait changer pas mal de choses dans sa vie, c'était viens, on va à l'hôpital et puis on va te le retirer. Enfin, En fait, à partir du moment où il a c'est pas compris que possible. ça l'impliquait, ça y est, c'était Bagdad dans sa tête, en fait. C'était Bagdad dans sa tête et puis il avait l'impression qu'il avait plus sa place. Tu sais, tout tournait plus autour de lui. Ah ouais. Alors que j'étais pas à fond grossesse en plus, tu vois, c'était exagéré tout ça. Donc ça allait plus être le centre justement de ma vie probablement. Et c'est vrai qu'un enfant, de toute façon, vu comme il est positionné dans le ventre de sa mère, il prend le centre de sa mère. Oui. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'on est reliés et c'est pour ça que une maman peut être déstabilisée après l'accouchement aussi, parce Hmm. qu'elle a besoin de se recentrer. Donc ça, c'est mais bref, j'ai pris sur moi. À chaque fois, j'avais cette culpabilité qui revenait en me disant, ce petit garçon, il a le droit d'avoir son père et sa maman sous le même toit, Hmm. tu vois, avec des croyances limitantes et arriérées, j'ai envie de dire, qui m'ont poussé à recevoir des mots et des gestes que je n'aurais pas dû accepter, en fait. Et d'un côté, j'avais ce petit être qui me disait, mais protège-toi, quoi. Tu communiquais beaucoup avec lui? Ah ouais, très rapidement, quand je me suis dit non, Carole, il faut que, de toute façon, pour toi, s'il est là, c'est pas pour rien. Tu devais pas en avoir. On t'a dit que t'avais plus rien, que tu pouvais pas porter. Il est là, donc ouais, laisse-le arriver, laisse-le se positionner. C'est lui qui choisit, quoi. Voilà. Et très Hmm. rapidement, je communiquais avec lui. À chaque fois qu'il y avait des moments où ça n'allait pas avec son père,
Je mettais bien la main sur mon ventre et intérieurement, je lui disais, c'est pas toi, c'est les adultes. T'inquiète pas, je suis là, je te protège, il n'y a pas de problème. Quand on se retrouvait seul aussi, alors ça va peut-être en faire sourire certains et certaines, mais quand je dormais la nuit, mon fils faisait en sorte que je tourne le dos à son père. Et c'est quand même dingue, quoi. Je ne pouvais pas me mettre de l'autre côté. C'était inconfortable. Waouh. Donc, hop, il fallait que je tourne. Donc, on était tous les deux, quoi. C'était assez fort. Ouais, j'ai découvert des choses très, très puissantes. C'était très chouette. Tu avais au moins ce lien qui te permettait de pouvoir aussi supporter l'inacceptable, en fait. Oui, 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 oui. Avec le recul, j'aurais pas attendu autant de temps. Parce qu'en fait, alors, il y a eu quelques séparations sentimentale, j'ai envie de dire, mais il y a eu quelques séparations de par son travail aussi, puisque moi, étant enceinte, je pouvais plus rester au bout d'un moment sur le bateau. Donc, il a fallu que je revienne à quai. Donc, lui continuait à être sur le bateau, donc ce qui nous permettait en fait d'avoir des moments vraiment calmes avec mon Hmm. fils. Toute ma grossesse a été magnifique, mais le plus beau mois de ma grossesse, c'est quand on s'est retrouvés vraiment que tous les deux au Ouais. calme, mais on s'est piqué des fous rires. Enfin, c'était hallucinant, quoi. C'était génial. T'avais des fous rires avec ton bébé in utero. Ouais, 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 ouais. Waouh. C'était vraiment génial. Ouais, ouais. Des fous rires, quand il s'étirait, je le sentais, je m'étirais aussi. Enfin, on était vraiment en relation, on était super bien, quoi. Et c'était en décembre 2019. Donc, tu vois, il y avait Petit Coco qui arrivait aussi. Oui, exact. C'était, Donc ouais, là, il y a vraiment un gros chamboulement qui s'annonce au niveau planétaire, au niveau énergétique, hein, parce qu'on est tout, on va parler, on oui, va appeler un chat un chat. oui. Il y a plein de choses qui vont être bouleversées. Tu vis ce bouleversement aussi dans ton couple qui change complètement, et puis dans ton corps et dans ton énergie, il y a tout ça qui te bouleverse. Et c'est ce petit être qui te fait grandir et qui te fait évoluer, qui t'ouvre un nouveau monde en fait. Donc ça fait pas Oui. très longtemps en plus que tu es kinésio, donc encore aussi au niveau professionnel quelque chose qui avait bougé. Ah, c'est un petit être qui chamboule énormément. C'est un miracle, un cadeau de la vie et vraiment merci quoi. Merci et je le remercie régulièrement de m'avoir choisi et d'être venu dans ma vie quoi. Ouais. Et il y a une phrase que je me disais il y a X années, hein, peut-être une vingtaine ou voire trentaine d'années, je peux le dire maintenant. Aucun homme ne mériterait que mon corps se déforme pour avoir un enfant. Hmm. Ben, mon fils, si. J'ai pris plus de 22 kilos et j'étais heureuse avec mes kilos, quoi. Hmm. Et c'était génial. Ça, c'est quelque chose que tu avais appréhendé donc des années avant, le changement de ton corps. Ouais, 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 ouais. Alors, je pense que c'était une excuse aussi, hein, parce que j'avais l'image d'une maman, en fait. En fait, quand tu deviens maman, pour moi, c'était t'as le torchon dans une main et t'as le cul du gamin dans l'autre. Et ça, c'était pas possible, quoi. Ça me faisait pas rêver et ça me rendait triste. Ouais. Aujourd'hui, je vis pleinement ma vie de maman, hein. Je la refuse pas, au contraire, hein. Il a 4 ans et demi aujourd'hui. Quand il en aura 10 de plus, on vivra pas du tout la même chose. Donc aujourd'hui, j'ai envie de le vivre, hein. Je le vis pleinement. Mais cette image de mère au foyer qui l'a choisi, mais qui tout d'un coup se retrouve dans le non-choix et qui le subit, ça me faisait hyper peur. Hmm. Et puis après, bah, il y a cet homme, hein. Est-ce que il y a des papas, il y a des pères et il y a des géniteurs. C'est vrai. Et Donc toi, du coup, en ton... tant que femme, ça me rassurait pas en fait, parce que mon idéal, c'était le papa, la maman. Tu vis ta vie de famille, t'en oublies pas pour autant de ton couple, mais aujourd'hui, c'est ta vie de famille, c'est ta bulle de l'instant, et puis ton couple, il reviendra, parce que bah, ouais, dans quelque temps, tes enfants se barreront, et puis il va falloir que tu fasses connaissance avec ton couple. Donc voilà, il y a des étapes et c'est comme ça. Il faut les accepter. Et toi, l'image du papa, qu'est-ce que tu avais comme image d'un bon papa? Est-ce que
Est-ce que tu peux nous parler de la relation que tu avais ou que tu as aujourd'hui avec ton père? Comment tu voyais normalement avant donc d'être enceinte, bah ouais, ta vie avec un homme qui allait être père. C'était quoi ton rêve? Bah, un homme impliqué, Mm. un homme qui a ce désir-là, qui prend cette responsabilité aussi, autant d'accompagner sa femme dans ces étapes-là parce qu'il a envie de les connaître, parce que c'est vrai que c'est frustrant pour un homme. Toutes les métamorphoses au niveau du corps, ils les ont pas, toute cette relation, mais aujourd'hui, quand même, les papas peuvent avoir leur place et ils l'ont. Je veux dire, Tout à fait. il n'y a pas, il y a pas de doute là-dessus. Donc, c'est vrai que j'aurais voulu avoir une personne bienveillante, ce qui était assez déroutant avec le père de mon fils, parce que cette personne-là, c'était un baromètre climatique, j'ai envie de dire, énorme, quoi. C'était soit une tornade, soit c'était tout va bien, c'était paisible, mais en un claquement de doigts, quoi. C'était hyper déstabilisant. Donc, il pouvait avoir ce côté-là très bienveillant où quand je me sentais pas bien, il savait très bien qu'il me fallait du repos, ce qu'il fallait que je mange, et effectivement, ça me requinquait, ça me faisait du bien. Donc, tu dis, ouais, super, bien, hop, je mets une pièce dans la machine et on est reparti. Mais en même temps, c'était une personne qui était malveillante, ouais. Ouais, ouais. Donc moi, l'image du papa, c'est un homme qui va se redécouvrir au travers de l'enfant, qui va redécouvrir sa spontanéité, où il y aura du lâcher prise, ou qui va s'adapter au rythme de l'enfant aussi. Et pas le mettre dans une case, à telle heure tu manges, à telle heure tu te changes, à telle heure ceci, à telle heure cela. Non, vivre en fait. Mm. Voilà. Et l'observer et se dire, mais bah ouais, il a qu'un an et demi. Je vais pas lui demander de manger tout seul et de pas se salir. Ouais, il a qu'un an et demi, quoi. Il a le Où temps on est? d'apprendre à manger proprement. Mais oui, il a le temps, ouais. Ouais, ouais. Et c'est ce que je dis à des parents quand ils viennent me voir en séance de kinésio. Quand ils viennent pour des enfants qui ont 3 ans, hein, jusque-là, je peux aussi leur dire, je dis, mais imaginez-vous, je vous prends, je vous envoie dans un pays étranger avec une culture que vous ne connaissez pas. Votre enfant, il a 3 ans, mais il a rien comme vocabulaire. Et encore tous les jours, il vous décode, il vous traduit. Est-ce que vous cherchez aussi à le traduire? Mm. Non, vous oubliez parce que vous avez l'impression qu'il vous comprend parce que vous arrivez à comprendre ou à anticiper. Mais il y a le coup de bol aussi. C'est Et vrai. si vous écoutez, eh ben ouais. Et si vous écoutez bien votre enfant, à des moments, vous allez vous apercevoir qu'il va utiliser un mot qu'il arrive très bien à prononcer, mais pas dans le bon contexte. Et bien là, il faut prendre le temps de lui expliquer et tout ça. Enfin, donc tranquille. Et là, les gens me disent, ah ben oui, c'est vrai, ben ouais. Et encore, vous imaginez même pas la naissance, parce que dans ces cas-là, je vous attache les bras, les jambes, vous pouvez pas bouger, puis vous faites confiance à l'adulte qui va vous donner à manger aussi. Mm. Et ouais, il y a tout ça, toute cette confiance que nous offre l'enfant. C'est quand même un truc de malade. Carrément. Et toi, quelle relation toi tu as et tu avais avant, petite peut-être, avec ton papa? Et tes parents, tout court? Moi, j'avais plutôt une relation fille-père. Et je trouve qu'avec le temps, ça s'est transformé en papa-fille. Ça a changé, ça a évolué. De ce que je sais par rapport au contexte, ma maman voulait des enfants et mon père n'était pas forcément prêt. Mm. Et il lui dit, ben, ok, si tu veux des enfants, il n'y a pas de problème, mais en gros, tu t'en occupes et moi, ben, je vais travailler et je ramène le côté financier et toi, tu gères le reste. Donc déjà, il n'était pas très papa, il était plutôt père. Mm. Il accepte le rôle, il est là pour certaines responsabilités, mais s'occuper au quotidien, c'était plutôt ta maman qui s'occupait de toi. Ouais, ouais, ouais. Et Ok. j'avais un grand frère, donc elle Un grand s'occupait de frère. nous deux. Et mais bon, j'ai quand même de très beaux souvenirs où petite, je m'amusais à lui tirer ses premiers cheveux blancs et je lui disais que je lui enlevais ses fils à pêche, quoi, tu vois. Enfin voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est devenu papa pour toi?
Je pense que moi, j'ai changé aussi. Hmm. Avant d'avoir mon fils, je m'étais éloignée sur le plan géographique de mes parents pour des raisons professionnelles, mais j'avais envie de voir autre chose. J'avais envie de déployer mes ailes, de voir des choses par moi-même. Et puis, j'ai eu mon fils, et là, je me suis dit, il y a une chose qui t'a manqué quand tu étais enfant, c'était tes grands-parents. Hmm. Je me suis dit, il faut que tu te rapproches. Il faut que ton fils puisse profiter de ses grands-parents parce que les grands-parents ont des choses à transmettre à leurs petits-enfants, mais les petits-enfants ont aussi des choses à transmettre à leurs grands-parents. Et quand j'ai pris cette décision-là, le père de mon fils était déjà parti, donc il avait 9 mois. J'avais envie qu'il ait une structure familiale autour de lui et qu'il se sente aimé par d'autres et pas que par sa mère, en fait. Hmm. Ouais, tu as voulu élargir ses horizons, sa culture, son ouverture, ses apprentissages. Ouais, ouais, ouais. Et écoute, ça fait plus de 3 ans et j'ai bien fait. Hmm. J'ai bien fait, c'est très chouette, ça m'a fait du bien aussi après la séparation, puisque heureusement, parce qu'il y a toujours un mal pour un bien, j'ai vécu des violences conjugales et ça a été le point sur le i pour me dire stop, arrêt. Et ça m'a aidé à me reconstruire aussi, d'être chez mes parents, d'avoir cette source familiale et pouvoir me dire, bah, il n'y a pas d'urgence, tu as le temps de te reconstruire. Ton fils est là et tranquille, quoi, tranquille. Et c'était 2020-2021, donc en plein Covid encore, il y avait des confinements. Donc pour mon activité, j'étais pas pressée non plus parce que bah, reprendre mon activité, c'était compliqué à ce moment-là. Donc il est bien arrivé en fait, ce petit, au bon moment. C'était impeccable. Et du coup, il est venu aussi bouleverser les relations que tu pouvais avoir avec tes parents. Il est venu bouleverser ces relations-là et puis bah, il a quand même 10 ans d'écart avec le dernier petit-fils de mes parents. Ah Donc, ouais. bah, 10 ans après, tu te remets dans un rythme, parce qu'on parle des parents, mais les grands-parents, c'est pareil, il faut qu'ils s'y remettent. C'est pas évident. Et puis, ils ont eu la chance de l'avoir chez eux aussi. Donc, ils l'ont vu grandir tous les jours. Enfin, un petit peu comme à l'ancienne, où tout le monde vivait sous le même toit. Donc, il y avait 3 générations, en fait, sous le même toit, ouais. Ouais, donc c'était très chouette. Et on a appris à mieux communiquer en fait entre nous. Ouais. Hmm. Enfin, moi surtout, à m'ouvrir parce que j'étais hyper fermée. Tout allait bien même quand ça allait mal. Ouais, tu cachais beaucoup les choses. Mais au niveau de ce que tu vivais avec le papa de ton fils, est-ce que tu leur en avais parlé? Est-ce qu'ils voyaient des choses ou est-ce qu'ils sont tombés des nues parce que tu avais intériorisé et caché? J'ai beaucoup caché et en fait c'est plutôt le père de mon fils qui a vendu la mèche parce que Ah ouais? quand il voyait, oui, bah oui, quand il voyait en fait qu'il pouvait plus me manipuler, il appelait au secours mon père. Waouh. Parce que entre hommes, Entre... et il a été à lui dire ouais, ben, votre fille, mais elle va pas bien, vous vous rendez compte, et ceci et cela. Bon, au bout d'un moment, mon père, il m'a dit bon, va peut-être falloir faire quelque chose. Et il lui a dit, écoute, là, tu parles de ma fille, donc c'est bon, ça va, quoi. Et pour la petite histoire, quand on s'est séparés, quand il est parti, donc on était quand même, j'habitais à 500 kilomètres de chez mes parents. Mes parents ont très rapidement fait le trajet pour lui montrer que même à 500 kilomètres, il pouvait être là. Hmm. Le père de mon fils n'a pas été gêné de demander une somme d'argent à mes parents. Ah ouais. Et oui, parce que du coup, il mettait ça sous le compte d'une insémination. Oh là là. Donc, bien évidemment, mon père lui a dit, ben, il n'y a pas de problème, tu auras la somme, mais par contre, tu nous signes un document comme quoi tu refuses ta paternité. Parce qu'il l'a déclaré, il l'a reconnu. Hmm. Donc, il n'a jamais signé ce papier-là, il n'a jamais eu de somme. Mais voilà, enfin, on tombe sur des personnages quand même qui ont un culot assez énorme. Ouais, ouais, mais il a essayé de manipuler son monde parce qu'en fait, on voit un petit peu hein, le schéma, même si tu nous en parles brièvement, le schéma de manipulation, d'emprise qui se Mm, mm. forme.
Mm. Bah déjà, tu es un peu à huis clos hein, sur un bateau, tu tombes enceinte, bon, bah, pas... il n'y a pas un grand endroit pour s'échapper. Après, tu retournes sur Terre et lui, il fait ses allers-retours, mais un coup, il souffle le chaud, un coup, il souffle le froid, un coup, je m'occupe de toi, t'es ma princesse, etc. Je vais faire attention à ton moindre petit besoin, et puis derrière, clac, de la violence. Et puis ensuite, bah, quand il voit que ça commence à moins prendre avec toi, il Mm. part sur ton entourage, essayer de manipuler, essayer d'aller dans les failles des relations, dans les failles et les ombres de la personnalité, parce qu'on est tous faits d'ombre et de lumière, hein, donc on a tous des Oui, oui, défauts. oui. Il va essayer d'utiliser tes défauts pour dire, bah, de toute façon, vous la connaissez, hein, voilà. Donc, ben, l'autre personne, ne peut que dire, oui, c'est vrai, elle est aussi comme ça, mais ça n'empêche que on ne mérite jamais de violence quelle qu'elle soit verbale, physique, psychologique, on ne le mérite jamais, même si on a tous des défauts et que c'est parfois difficile de vivre en couple quand on a nos blessures les uns et les autres. Il n'y a aucune raison qui fait qu'on doit accepter une forme de violence. Et là, il a essayé d'aller jusqu'à manipuler tes parents. J'ai connu ça un petit peu aussi. Donc, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont se reconnaître. Mais c'est important du coup de voir un petit peu comment ça se schématise. Il y a des schémas qui se répètent dans les emprises, dans les manipulations, euh, quelles qu'elles soient. Et c'est encore plus flagrant dans tout ce qui est relations conjugales et climat de violence psychologique, émotionnelle, physique au sein du couple. Toi, est-ce que tu as ressenti que dans ta grossesse ou même après, donc quand tu as eu ton bébé, tu vivais encore avec cet homme, du coup. Est-ce que tu as ressenti que ton fils ressentait les choses? Comment tu l'as vécu en tant que maman? Oui, il ressentait les choses très rapidement même. Alors d'un côté, heureusement, il était là, ce père, parce qu'il a pris les premières photos de mon fils, puisque j'ai accouché par césarienne. Mhm. Donc il a pris les premières photos quand il a été pris en charge et quand il a eu des soins. Et la première photo qu'il a prise, où vraiment mon fils regarde, alors on dit qu'ils ont un voile, que l'enfant ne voit pas très bien, voilà. Ben, il lance quand même un regard assez noir en fait, Mhm. parce que il sait à qui il a affaire. Il sait aussi ce qui s'est passé. On parle d'empreinte de naissance souvent, mais tout ce qui se passe 9 mois avant la conception, les 9 mois de grossesse et les 9 mois après l'accouchement sont très, très, très importants et impactants. On cristallise énormément d'informations pendant ces périodes-là. Des parents stressés, la perte, le deuil, des fins de cycle, des tas de choses. Alors, ça peut être, bien évidemment, je fais allusion à des émotions négatives, mais les émotions positives, c'est pareil aussi, Mhm. hein. C'est Bien sûr. tout aussi impactant, hein. D'où pour moi l'intérêt pendant la grossesse de pouvoir protéger mon fils et d'être en connexion avec lui et de pouvoir lui parler le plus souvent possible en lui disant tu n'es pas responsable, ce n'est pas toi. Mhm. Ce sont des histoires d'adultes et ce n'est pas toi. Voilà. Oui, mon fils s'en est aperçu. Il est né en avril et mi-avril, donc avril 2020, donc confinement. Donc là, je décide de quitter le sud-est pour me retrouver dans le sud-ouest chez mes parents à la campagne et que ça soit plus agréable pour nous. Et donc, son père repart travailler sur le bateau et on ne le reverra que au mois de juillet sur une petite semaine et après à partir du mois de septembre. Donc en fait, à partir de fin septembre jusqu'à fin décembre, on habite sous le même toit. Donc mon fils a vécu avec son père de ses 5 mois à ses 9 mois. Et là, je m'aperçois que mon fils est en train de perdre toute sa spontanéité, en fait. Mhm. Il est en train de perdre son sourire. Je vois très bien que quand son père rentre dans une pièce, mon fils arrête de faire ce qu'il était en train de faire. Il est figé Ah et il ouais. observe.
Donc, forcément, ça m'interroge énormément et j'ai envie de dire que c'est aussi lui qui m'a permis de ne plus culpabiliser et de me dire, cet enfant, il ne doit pas avoir son père à ses côtés. En tout cas, pas dans ce contexte-là, c'est une évidence. Non, c'est une personne toxique et non, lui, il doit Hmm. vivre, il doit explorer. Donc, comme je te disais avant, un mal pour un bien, donc il y a eu des violences conjugales un peu plus importantes que d'autres. Et là, ça a été la fin de la relation et la libération aussi. Parce que j'ai ce souvenir que le jour où il est parti, le lendemain, en fait, avec mon fils, on s'est réveillés, on dormait ensemble, on s'est réveillés et on s'est souri, Hmm. mais comme jamais, quoi. C'est un peu, on est libérés, il va rien nous arriver aujourd'hui, quoi. On va pas nous souffler le chaud ni le froid, pas de crainte, pas d'inquiétude, on va pouvoir respirer. Hmm. C'est marrant parce que, tu vois, tu nous parlais de 9 mois de conception, 9 mois de grossesse. Là, c'est 9 mois de vie. En numérologie, le 9, les 9 années, ça détermine un cycle qui se termine. Et là, tu clôtures avec le père de ton fils. Lui, il va clôturer avec son père, en tout cas pour le moment. Ouais, et on sent qu'il y a quelque chose qui se libère en vous, en fait. C'est comme une renaissance. Oui, et ça se passe aux 9 mois de mon fils. Ouais, c'est ça, c'est fou. Donc, tu vois, ce 9 qui revient, effectivement, un cycle. Hmm, Un cycle. Ouais, ouais, ouais. Et il ne l'a pas revu depuis et il a 4 ans et demi. hmm. Et alors, tu as porté plainte. Oui, j'ai porté plainte. Alors, pas de suite. En fait, très peu de temps après ces violences, je suis allée au commissariat. Je me suis dit, tu vas porter plainte. Et puis, arrivé au commissariat, je me suis dit, ben non, en fait, tu es toute seule. Tu n'auras jamais un flic devant ta porte pour te protéger. Et c'est normal. À Hmm, tout moment, tu peux l'avoir en bas de toi. À tout moment. Donc, j'ai pas voulu porter plainte. Mais la police n'a pas voulu me laisser repartir comme ça. Et ils ont quand même fait un procès verbal. ok. Et j'ai vraiment porté plainte qu'en septembre 2021. Oh, Qu'en 9 mois septembre, encore après. 9 mois. Encore un cycle de 9. tu vois. C'est fou. Donc, en septembre 2021, j'ai vraiment porté plainte parce que je vivais chez mes parents et je me sentais plus en sécurité, même si j'avais toujours mes peurs, hein. Les peurs partent pas comme ça et même des fois, j'ai des résonances, quoi. Il y a un truc qui remonte et, euh, et donc là, grâce à la proximité de mes parents, de ma famille, j'ai pu porter vraiment plainte officiellement à la gendarmerie. Et derrière, il y a eu un mandat d'arrêt, il y a eu une procédure. En parallèle, il fallait aussi que je fasse la procédure auprès du JAF parce que je voulais absolument protéger mon fils. Je voulais que ça soit cadré, en fait, que ça soit officiel et on ne peut pas faire une garde par consentement. Hop, on est potes, on passe ça sur papier, on signe. Non, avec ce genre de personnage, il faut aller en justice, en fait. Tout à Faut fait. pas avoir peur d'y aller. Faut pas culpabiliser non plus. Tout le monde est responsable, hein. Tout le monde prend ses responsabilités. Bon, la culpabilité, c'est quand on veut faire du mal à quelqu'un. Moi, j'ai jamais voulu faire du mal au père de mon fils. Je veux juste que ça soit cadré et borné. Hmm. Demain, il réapparaît, je sais ce que je vais pouvoir lui dire et les règles, on les connaît. Lui aussi, il les connaît puisqu'il les a reçues, mais même s'il s'est pas présenté au jugement, mais tout est officiel, quoi. Et il avait montré des signes de violence auprès de ton fils pendant que vous habitiez ensemble? Alors moi, je les classifie dans de la violence. Hmm. Quand tu décides de couper les ongles à un petit enfant de 5 mois, le plus court possible, sans le faire saigner, hein, mais que le bout de ses doigts reste gonflé et rouge pendant une semaine. Tout ça parce que tu en as marre, parce qu'il te griffe. Pour moi, c'est de la violence. Quand tu prends une douche avec cet enfant qui a 6 7 mois, donc qui a la peau d'un enfant de 6 7 mois, et que tu prends la douche chaude parce que toi, t'aimes la douche chaude, et que toi, tu retrouves ton fils rouge avec un Hmm. rythme cardiaque complètement affolé et tétanisé parce qu'il s'est fait ébouillanter, en fait, oui, c'est de la violence, oui. Bien sûr.
Sans compter le peu de fois où il lui a donné à manger. À cet âge-là, bah, les muscles sont pas formés, ils n'ont pas du tout conscience des mouvements qu'ils font. Et il fallait que mon fils se tienne au garde à vous et qu'il bouge pas, quoi. Donc non, reset, quoi. Dehors. Et aujourd'hui, est-ce qu'il te pose des questions sur son papa? Comment ça se passe pour lui? Il en a posé assez tôt, puisque chez mes parents, en fait, il y a un cadre avec le jour de sa naissance, et donc son père était présent. Mhm. Donc il m'a demandé, c'est qui le monsieur? Et ben, je lui ai dit, c'est ton papa. Voilà, c'est celui qui a mis la graine, c'est celui qui a fait que tu es là. Et ce jour-là, il était là, aujourd'hui, il est plus là. Et à chaque fois qu'il m'en parle, en fait, enfin, à chaque fois, il n'y a pas eu non plus énormément de fois, hein, je lui explique son histoire. Je lui explique ce Mhm. qui s'est passé et il prend l'histoire, il sait de toute façon. Il sait. Il sait. Son père m'a pointé un couteau de cuisine un jour en me disant, je vais t'ouvrir le ventre, comme ça on va le sortir et on fera peinard. Ah ouais, Ouais. mais c'est son histoire, effectivement. Et ouais, ouais, ouais. Et il faut pas avoir peur de leur raconter. Parce qu'ils Mhm. savent. Ils détiennent la vérité. Mais il faut bien leur expliquer qu'il s'agit des histoires d'adultes, que si ça avait été à notre bébé, ben, ça aurait été la même chose. Donc c'est pas lui qui a amené ces actions-là. C'est vraiment l'adulte qui n'a pas su être responsable et accueillir ce qui se passait. Est-ce que tu sens ou non des traumas chez ton fils par rapport à ça? Pas du tout. Alors, je te dis pas du tout, je pensais par rapport à son père et à l'éventualité que son père puisse lui manquer. Mhm. Là où il peut y avoir des traumas, c'est que la séparation pour nous deux a été très compliquée. Mhm. J'ai eu la chance de le garder jusqu'à ses 18 mois et après je l'ai mis à garder chez une assistante maternelle bah, pour qu'il puisse avoir une vie sociale aussi et qu'il était temps quoi un petit peu. Et c'était compliqué parce que moi j'étais pas complètement reconstruite non plus, que j'allais laisser mon fils à une inconnue, même si j'avais entièrement confiance. Mais j'ai toujours couché mon fils, j'ai toujours réveillé mon fils, je lui ai toujours donné toutes ses douches, ses bains, enfin voilà, c'est lui et moi. Il n'y a pas eu de relais ou autre, et là, c'était la première fois que je le laissais. Et lui me sentait aussi, me sentait pas bien, c'est-à-dire que, ok, moi je vais chez la nounou, mais maman, qu'est-ce qu'elle va faire pendant ce temps-là, quoi? Ou Ouais, est-ce que je la sens assez solide ouais, pour rester seule? ouais. On sent que c'est un petit garçon qui a envie de protéger maman. Oui, oui, oui. Oui. Et puis, il n'y a pas que lui. Enfin, euh, là, je suis en train de terminer une formation qui s'appelle Raconte-moi une histoire, qui a été fondée par Audrey May, qui est kinésiologue. Et justement, sur cette formation, on nous apprend à décrypter ce qui s'est passé 9 mois avant la grossesse, les 9 mois de la grossesse et les 9 mois après. Et on nous dit bien que tous les enfants sont les thérapeutes des parents. Donc, tellement. Et très rapidement, il faut vraiment faire passer le message aux parents en disant stop, vous êtes grand, vous êtes adulte, prenez en charge vos émotions parce que là, c'est votre fils qui gère ou c'est votre fille. C'est Mm. pas eux. Parce que si eux prennent le relais sur vous, qui va prendre le relais sur eux? Et donc, c'est là aussi où il faut remettre l'enfant à sa place Mm. et où moi, j'ai souvent répété à mon fils, je lui cache pas mes émotions hein, parce que je me dis que lui cacher, c'est lui enlever la possibilité que lui s'exprime émotionnellement. C'est ça? Donc, quand je suis triste, je lui dis. Quand je suis en colère, je lui dis. Quand ça va pas, et bien évidemment, quand ça va, j'ai passé une chouette journée avec toi, je me suis régalée, on y va, quoi, on balance, il faut. Mais si ça le concerne pas, je lui dis, mais t'inquiète pas, ça concerne que maman. Mm. Toi, ça va, c'est OK. J'ai juste besoin de te le dire parce que je sais que tu ressens les choses. Donc, effectivement, ça va pas. Je suis fatiguée, j'ai besoin de dormir ou j'ai besoin de silence. Mais c'est pas toi. Il y a une Mm. situation qui fait que je suis comme ça aujourd'hui. Et donc, Parce ça que veut j'ai dire envie que... aussi, du coup, parce que il y a ce côté, bon, on va déculpabiliser l'enfant tout de suite. Si tu n'es pas coupable de ça, tu n'es pas responsable de ça. Je suis la propre responsable de ce que je suis en train de Oui, vivre. Mais ça permet de lui dire aussi, tu n'as pas besoin d'en faire plus ou d'en faire moins pour que j'aille mieux. oui, oui, oui. Vis ta vie d'enfant, quoi. C'est ça. Et de par son parcours aussi,
j'ai pu observer que là, ça commence à se tasser, mais il fallait qu'il plaise à tout le monde. Hmm. Est-ce qu'on m'aime? Donc là, il a fallu que je repositionne aussi. Oui, tu es aimé, oui. Après, répondre sur la question, est-ce que ton père t'aime? Il n'est pas là pour répondre. C'est ça. Moi, j'ai ma petite idée, personnellement, parce que j'estime que dans ces conditions-là, et un parent absent, on n'a pas la même définition de l'amour, mais c'est à mon fils de se faire sa propre idée. Ouais. Et puis bon, tu pars du principe qu'il t'a choisi, donc il a aussi choisi son père dans ces conditions-là. Parce qu'il a des choses à apprendre, peut-être parce que vous avez aussi des choses à vivre ensemble, que lui, il a besoin peut-être aussi de voir différentes façons d'être père, papa, géniteur, voilà, comme tu nous l'as Oui, sectionné en... Mais voilà, les figures paternelles, on peut les voir dans différents cas de figure. bien sûr. Il peut le vivre à travers sa relation avec son grand-père, de voir aussi comment son grand-père, il est papa avec toi. Donc lui, avec sa propre relation avec son père qui est du silence, mais qui est une relation quand même. Et puis il en connaîtra d'autres, peut-être aussi au fur et à mesure où il va grandir. C'est lui qui a choisi. Et mais enfin, en tout cas, dans ton récit, on sent que c'est quand même un petit garçon qui est épanoui et qui en garde pas des séquelles énormes. Bien sûr, ça fait partie de son histoire. Il y a quelques blessures et il y a des comportements qui s'adaptent en fonction de son histoire. Mais je pense que le fait que tu aies toujours verbalisé, que ce soit pendant la grossesse ou maintenant, le fait de verbaliser avec son enfant permet de pouvoir mettre du sens sur ce qui est vécu. Parce que oui, l'enfant, il va comprendre au niveau émotionnel, il va comprendre au niveau corporel, et, au niveau énergétique. Et ce qui lui manque en plus pour vivre dans ce monde bien incarné eh ben, c'est la structure aussi mentale, en fait, psychologique. Et donc, d'aller mettre des mots qui puissent comprendre, ça va remettre du sens sur ce qu'il est en train de vivre, énergétiquement, corporellement, émotionnellement. Et en fait, tout ce travail que tu as fait à chaque fois qu'il se passait quelque chose, bah, ça permet pour lui de, OK, OK, bah, je comprends ce qui se passe. Alors, c'est pas forcément agréable là, ou alors là, punaise, c'est trop canon. Eh ben, ça permet de pouvoir vivre les choses de manière beaucoup plus fluide, sans en garder des empreintes, des choses qui se cristallisent parce qu'on nous a pas expliqué en fait. De s'en libérer, comme tu dis, oui, oui. Mm. C'est tout à fait ça, oui, oui. La parole, faut qu'elle soit présente, hein. Et il faut Mm. pas attendre. Dès qu'on peut, il faut l'exprimer. Et quand il y a des questions, si au cas où ça fait peur d'amener une réponse, ben, il faut se faire accompagner, aller voir un thérapeute et dire, voilà, il y a un sujet qui a été abordé. J'ai du mal à y répondre. Bien souvent, c'est parce que émotionnellement, on ne se sent pas à l'aise. Moi, la première fois où mon fils a vu la photo de son père, donc il avait 18 mois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il m'a dit, c'est qui le monsieur? Dans ma tête, hein, mais parce que j'étais blessée, hein, et avec toute mon honnêteté, je me suis dit, bon, tu lui dis ou tu lui dis pas? Tu dis quoi que c'est C'est un rien, monsieur c'est qui pas était là important. pour... Ouais, voilà, tu vois, mais Ouais. parce que j'étais blessée et ça me faisait mal, parce qu'en plus, à cet âge-là, tu dois dire papa. Et moi, c'est Mm. pas l'image du papa. Mais lui, il a besoin de savoir. Tout le monde a un papa, même ceux qui ont fait un parcours PMA, s'il y a eu une insémination ou autre, il y a un papa. Donc il faut en parler. Complètement. Et j'ai presque envie de dire que je le remercie à chaque fois de me poser les questions parce qu'il me permet de savoir où se situe mon curseur émotionnel par rapport à cette histoire. Mm. Donc c'est super quoi. Merci de me poser la question, merci de d'avoir cette liberté-là aussi d'expression. Et oui, on peut en parler. Et au contraire, il faut en parler, mais il faut que ça soit fluide, quoi. Mm. Après, on n'est pas obligé de raconter tout dans les détails tout de suite. Il faut aller en fonction de son Non, âge et expliquer. oui, 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 oui. Oui, oui. Voilà, c'est... Aujourd'hui, je peux pas t'en parler, mais on en parlera plus tard. Mais voilà ce qui se passe, la situation, elle est comme ça. Mais aujourd'hui, du haut de tes 2 ans, 3 ans, 5 ans, enfin bon, en fonction hein, de ce qu'on peut expliquer ou pas, c'est pas le moment. Mais promis, plus tard, on en parlera. Ça, oui, oui, Et, ça se dit, oui, oui, bien sûr. et pour autant, donc du coup,
Alors, malgré le contexte, malgré tout ce que tu nous as expliqué et tout, il était là, il était présent le jour de ton accouchement. Comment ça s'est un peu... comment tu voyais les choses, toi, pour un accouchement, ton accouchement de rêve, comme j'en parle, moi, à mes petites baleines. Quel était ton accouchement de rêve? Qu'est-ce que tu as vécu? Et ouais, est-ce qu'il avait envie d'être là? Est-ce que ça s'est présenté? Ou est-ce que c'est toi qui voulais qu'il soit là? Comment ça s'est un peu passé? Ben, c'était au mois d'avril, donc il y avait un confinement. De toute façon, avec son bateau, il pouvait pas bouger. Donc le capitaine du bateau lui avait dit, bah, va auprès de Carole parce qu'elle est enceinte et à tout moment, elle peut accoucher. Mais je pense que j'aurais vécu un autre accouchement s'il n'avait pas été là aussi. Et je pense que j'aurais peut-être pas eu de césarienne non plus. Parce que il a fallu aussi que je m'en occupe pendant l'accouchement. Waouh. Bah oui, quand tu tombes sur un profil comme ça, il a besoin de savoir si on pense à lui ou il faut hop, tout ramener à sa personne. Hmm. Donc toi, t'as beau avoir des contractions, t'as beau dire faut aller à l'hôpital. Moi, je me souviens, hein, je lui ai demandé de m'amener à l'hôpital, il m'a dit ah, j'ai une contracture musculaire ici. Ah ouais. Alors Bon, moi, mec, j'ai d'autres contractures musculaires. Je peux te dire que ça fait pas plaisir. Ah là là. oui, voilà. Et là, tu te dis, bon, il va prendre la voiture, il t'amène, et puis après, tu te mets dans ta bulle et Ouais. tu fais tout ce qu'il faut pour ton fils et toi, quoi. Voilà. Hmm. Mais il a fallu que je temporise parce que je connaissais son caractère. Donc, de façon à ce que ça se passe bien avec les infirmières aussi, tu vois. C'était super compliqué. J'aurais voulu avoir un accouchement évidemment plus paisible, pas à gérer tout ça, en fait. Juste mon fils et moi. Et on s'est bien ressenti, ça a été génial. Arrivé à la maternité, j'ai eu la sensation que il arrêtait de bouger, que ça allait pas. Donc je me suis dit, ben, tant mieux, on est arrivé à la clinique, donc ils vont pouvoir prendre le relais et me dire ce qui se passe. Ah ouais. Donc ils m'ont branché et ça allait bien, son petit cœur allait bien, donc c'était chouette. Parce que j'avais d'autres choses à gérer, on m'a demandé si je voulais la péridurale, je dis oui, je veux la péridurale parce que je me voyais pas gérer le fait d'accoucher sans péridurale et le reste autour, les émotions de monsieur et les attitudes, voilà. Donc j'ai demandé la péridurale et bah, on m'a conseillé de me reposer, d'attendre un petit peu et au bout d'un moment on est venu me réveiller parce que bah, bien évidemment ils étaient connectés à Léo et ils ont vu que son rythme cardiaque s'affaiblissait. Hmm. Donc, ils ont décidé de provoquer une césarienne qui s'est très très bien passée. Enfin, j'ai vraiment été vraiment bien prise en charge. Ça a été à la fois très rapide et en même temps, on a eu le temps de connaître le travail. Donc ça, c'est super important pour un enfant aussi. Hmm, Euh, ok. Comme je dis, de frapper à la porte. Je décide de sortir. Je frappe à la porte. C'est très important pour un enfant. C'est lui qui choisit. Il n'est pas dans le non-choix. Il subit pas. Hmm. J'ai eu le temps de pouvoir me connecter avec lui. J'ai même fait des chants, enfin de la méditation, enfin auquel je n'avais pas du tout pensé. C'était sur le moment, à l'instant T. Tiens, j'ai besoin de ça. Alors on y va, paf. Hmm. Vraiment, c'était très beau, c'était génial. Et après, ben, au moment de la césarienne, ben, j'ai tenté de le rassurer au maximum en lui disant, ben voilà, écoute, il faut faire ça. T'inquiète pas, ça va aller. Et en même temps, moi, dans ma tête, c'était bon, mais il faut que tu tiennes le coup parce que ce petit, il va arriver et maintenant, faut vivre ensemble, quoi. Tu vois, parce que l'appréhension de la chirurgie, enfin, dans quel état il va ressortir aussi, parce que son cœur s'affaiblit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? Hmm. Et en fait, l'équipe a été mais vraiment au top, génial. Ils l'ont sorti. Je l'ai juste aperçu, ils me l'ont collé contre la joue parce qu'après, il a fallu qu'il s'occupe de moi et de lui. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, bah ouais, c'est vraiment lui, quoi, parce que j'avais rêvé de lui, j'avais vu son visage Waouh. et ah ouais, mais c'était vraiment magnifique. C'est pour ça que je te dis, j'ai quand même vécu une belle grossesse, quoi. Vraiment, vraiment. Ça a été génial. Et ça serait à refaire, je le referais, mais bien évidemment avec un autre cadre, hein. Mais c'était magnifique. Pour quelqu'un qui pouvait pas avoir d'enfant, qui pouvait pas porter, c'est un super cadeau. Carrément. Et t'en as bravé des tempêtes, hein. Purée. Tous les deux, vous en avez Ouais, bravé. ouais. On forme une belle équipe. Hmm. Même s'il y avait, il y avait tes peurs, enfin, on le sent, au final, il y a peut-être
eu un blocage au moment de partir à la maternité. Et puis il y a aussi ce truc de oh, vas-y, c'est bon, là, je vais complètement lâcher prise, là, je vais me livrer à eux, au corps médical, pour que ce bébé sorte sans encombre. Et ouais, je pense que c'est important qu'il soit là aussi pour son histoire à ce petit bonhomme, parce que Oui, ça permet de quand même d'ancrer en soi, bah, même si papa, il n'est pas responsable, il se sent pas responsable de moi, il y a quelque part quand même une petite part de lui qui voulait de ce petit, quoi. Et je pense que ça change tout, en fait, pour un enfant. Peu importe s'il y a du silence toute la vie ou quelques mois ou quelques années, je pense que pour la construction, il y a quand même quelque chose qui dit, OK, bah, je t'ai quand même accueilli à ma façon, même si c'est pas l'idéal, j'étais quand même là. il faut savoir que quand on tombe enceinte, inconsciemment, il y a la volonté, Hmm. mais la Des deux volonté des côtés. deux. Ouais, des deux côtés. Ouais, Peu importe le contexte, d'ailleurs, c'est parfois très dur à entendre, oui, hein. oui. Mais il y a la volonté des deux côtés. Oui, oui, oui. Hmm. Après, la réalité rattrape aussi l'inconscient. Hmm. Donc là, qu'est-ce que je fais? Mais il était là, oui. De toute façon, il n'y a pas de hasard non plus dans la vie, hein. Voilà, il était là, il est plus là, et en même temps, si ça peut apprendre à de se dire, ben, dans la vie, je vais croiser des gens qui vont rester des jours, des mois, des années, toute une vie. C'est comme ça. C'est aussi l'impermanence de la vie. Après, tu parlais d'inconscient, moi je parle du point de vue de l'âme. Je pense que de toute façon, nos âmes se choisissent ce qu'elles vont vivre ensemble, le type de relation qu'elles auront. Et c'est l'âme qui se souvient qu'il y a de l'amour. Mais le cerveau et le cœur de l'être humain, bah, il a ses difficultés et puis son histoire, sa propre histoire aussi. Et c'est ce qui fait qu'il peut y avoir du rejet, de l'abandon, du silence, de l'absence. Mais du point de vue de l'âme, il y avait cette envie de créer la vie ensemble, en fait. Et Oui, oui. par amour inconditionnel. Mais du point de vue de l'âme. C'est pas c'est pas toujours pareil du point de vue de la relation et du cœur de l'être humain. Mais ça permet de pouvoir aussi rajouter un peu plus de douceur et de rondeur dans les choses difficiles qu'on peut vivre dans les relations humaines, quelles qu'elles soient. En tout cas, c'est très beau. Merci beaucoup, Carole, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est extrêmement précieux. Je pense que il y a quand même pas mal de femmes qui vont se reconnaître dans ton témoignage et peut-être que voilà, ça va libérer la parole. Peut-être que pour certaines, ou même dans votre histoire de votre propre naissance, vous allez peut-être pouvoir mettre des mots sur ce que vous avez vécu. Est-ce que tu as envie de nous transmettre un autre message, un petit mot de la fin? Bah, moi, j'ai envie de te remercier de m'avoir donné cette occasion de pouvoir me livrer et partager, parce que c'est important de libérer la parole. Et c'est un petit peu le message que j'ai envie de faire passer, c'est plus on libérera la parole, plus on libérera nos mots. Et ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à l'environnement. Et bah, si de par cet échange toutes les deux, on a pu amener quelque chose à d'autres femmes et pourquoi pas à des hommes aussi, hein, parce qu'ils ont aussi la parole et leur place. C'est super chouette et merci à toi pour ce que tu fais parce que c'est vraiment génial. Ben, merci. Je pense que vraiment par les témoignages, justement, c'est ce que je recherche, de pouvoir bah, se faire grandir ensemble, en fait, à travers les témoignages des unes et des autres. Et là, je pense qu'aujourd'hui, tu nous as fait grandir. En tout cas, c'est ce que je ressens. On n'est pas seul et ça c'est très important, même si tu vois, toi tu es dans le nord, moi je suis dans le sud-ouest, mais on est ensemble. C'est vrai. Merci beaucoup, Carole. Euh, Avec grand plaisir. Avant de se quitter, j'ai envie de te rappeler quelque chose d'essentiel, parce que pour moi c'est très important et que ce sujet me touche personnellement. Les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles, sont interdites par la loi. Et lorsqu'une femme est enceinte, ces violences sont considérées comme des circonstances aggravantes. En clair,
elles sont punies plus sévèrement parce qu'elles touchent à la fois la mère et l'enfant à naître. Et non, un homme violent ne sera jamais un bon père. Parce qu'un bon père montre l'exemple. Il protège, il rassure, il aime sans condition, ni domination. Et même si un homme ne lève jamais la main sur son enfant, le simple fait qu'il violente sa mère peut suffire à détruire un enfant psychologiquement. Les cris, la peur, les pleurs, l'angoisse dans l'air, tout ça, un bébé le ressent, même in utero. Alors si tu vis une situation difficile, tu n'es pas seul. Tu peux appeler le 3919, gratuit, anonyme, accessible 24/24 et 7 jours sur 7. Retiens bien, 3919. Et en cas de danger immédiat, compose le 17 ou le 112. Tu peux aussi en parler à un professionnel de santé en qui tu as confiance. Je t'invite vraiment à le faire. Une sage-femme, un gynéco, un médecin généraliste, un spécialiste, un obstétricien, peu importe. Ces professionnels, ils sont là pour toi. Ils peuvent noter ce que tu leur confies dans ton dossier médical. C'est important. Parce que le jour où tu te sentiras prête à déposer une main courante ou à porter plainte, cet élément sera une preuve solide, reconnue et officielle, un vrai appui, une sécurité pour aller voir la police. Chaque mot posé, chaque trace laissée, c'est une pierre de plus dans ta reconstruction et une arme de plus contre la violence. Tu as le droit d'être protégé, tu as le droit d'être cru, tu as le droit d'être libre et ton bébé aussi. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté ce nouveau numéro de Naissance en conscience. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram, sur mon compte @ma.doula.holistique. Vous trouverez d'autres informations sur le sujet évidemment, ainsi que tous mes accompagnements pour vous aider à traverser cette période incroyable de la naissance. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro et d'ici là, prenez soin de vous.